Bonjour les amis, je vais ce matin tenter de faire trois soutenances de mémoire de 10 minutes pour des candidats qui viennent de nous rejoindre. Donc, je vais commencer par le premier en essayant de respecter une certaine confidentialité. Je fais le premier et j'essaye de rester dans les 10 minutes. Bonjour madame, bonjour monsieur, je suis R, je viens de l'île de la Réunion et tout d'abord, je tenais à vous remercier de m'accorder la possibilité de soutenir ce mémoire par la voie, je dirais, de la communication à distance. Je voudrais aussi remercier monsieur DL pour son expertise lors de mon agrément qui m'a permis de reconnaître, de pouvoir retenir tous ces précieux conseils et recommandations. Je vous rappelle le titre de mon mémoire, Le défi de la transformation digitale, l'innovation managériale au cœur de la stratégie pour la conduite du changement au sein d'un cabinet de moins de 10 salariés. Proposition d'un guide méthodologique pour l'expert comptable. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Eh bien, à l'île de la Réunion, nous avons un certain nombre de petites entreprises qui m'ont orienté rapidement vers cette catégorie d'entreprises. L'arrivée de la digitalisation, l'arrivée de la facturation électronique m'a provoqué, bien sûr, cette envie de faire ce mémoire. Mais il y a un autre déclic qui est apparu chez moi, c'est le le thème du congrès 2020 de notre profession qui portait sur trois mots forts, le mot management, le mot marketing et le mot marque. Je ne vais pas aborder le problème de la marque parce que c'est une revendication à l'époque tout à fait naturelle où les experts comptables se plaignent que le mot expert ne soit pas forcément apprécié par les dirigeants d'entreprise, car quand ils vont au cabinet comptable, ils disent pas, je suis allé voir mon expert comptable, je suis allé voir mon comptable. Donc tout ça a fait que je vais passer cela, mais les deux autres mots ont provoqué chez moi un intérêt soutenu. Le mot management et le mot marketing. À ce sujet, dans mon thème, vous avez vu que j'ai repris le mot management. Pour aborder ce thème, j'ai tenté de répondre aux objectifs d'un mémoire qui sont de servir trois apports. Un apport scientifique, un apport technique et un apport professionnel. D'abord, voyons l'apport scientifique qui est toutes les recherches. Et Dieu sait si j'en ai fait des recherches à la fois par les webinaires auxquels j'assistais, des recherches à travers la toile où j'ai eu beaucoup d'informations, à travers aussi des formations que j'ai pu suivre à travers des grands formateurs comme le Ségos, comme Francis Lefebvre ou comme la revue fiduciaire, et bien sûr les formations dispensées quelquefois avec beaucoup d'intérêt par le CNOC, Service Formation, et la CNCC, Service Formation. Ces apports scientifiques se diluent dans tout mon mémoire. Mais maintenant, j'aimerais, pour aborder les apports techniques, qui sont des apports susceptibles d'être utilisés par tous les collaborateurs d'un cabinet ou d'un service comptable, je voudrais parler aussi des apports professionnels qui visent en particulier l'expert comptable. Pour réaliser ces apports techniques et professionnels, mon mémoire se décompose en trois parties. La première, c'est avec la facturation électronique, la digitalisation, c'est les freins au changement, acteurs, résistance et stratégie. En effet, quand on innove, on a toujours dans un groupe des gens qui essayent de freiner l'arrivée de nouvelles méthodes. Et quand on a des collaborateurs qui font partie de la génération Y en particulier, on a des freins encore plus importants. Dans notre cabinet, on a énormément d'Y et Z. Les Z, ce sont des jeunes entre 25 et 30 ans qui sont demandeurs de changement, mais de respect entre la vie privée et la vie professionnelle. Alors, dans cette première partie qui, normalement, ne doit pas être descriptive, mais comment voulez-vous ne pas être un peu descriptif?
quand on a l'occasion de pouvoir planter le décor de son mémoire. Alors, dans le chapitre 1, j'ai parlé des freins structurels nécessaires à la conduite du changement. Ça, c'est évident, quand on bouleverse les habitudes, on, on change nos habitudes et les habitudes nous déforment. Vous le savez, ça, c'est très important. En ce qui concerne cette structure, il est vraiment cadré dans un cabinet, dans une entreprise. On est habitué à un certain nombre de choses, on a du mal. Il y a bien sûr les freins humains. Les freins humains, les gens qui disent, moi, je suis habitué à faire ça, j'ai pas envie de changer, c'est trop difficile, etc. On a forcément, nous, en tant que responsable d'un groupe, on a le management, comme je dis dans le troisième chapitre, à évoquer pour pouvoir permettre à ces collaborateurs qui sont un petit peu réticents de pouvoir venir vers nous et accepter ces changements pour le bien-être à la fois du cabinet, le bien-être des collaborateurs et le bien-être des clients. Dans la deuxième partie, c'est là où j'aborde véritablement les apports professionnels tout en conservant les apports techniques. C'est l'étude de l'opportunité de l'innovation managériale. En effet, là, j'évoque un certain nombre de changements. Je vais vers un management bienveillant, transversal. Quand je dis bienveillant, ce n'est pas un management, je dirais, laxiste. Non. Bienveillant, il y a deux mots. Il y a bien, donc c'est un management qui doit rechercher le bien, et veillant, qui démontre qu'on doit toujours rechercher, bien sûr, pouvoir contrôler l'ensemble des choses qui se déroulent. Et pour ça, j'ai évolué également, moi qui étais quand même un peu, je dirais, dans la génération X, j'ai évolué aussi pour aborder un nouveau changement dans l'évolution de ce management. Et j'avoue que j'ai créé depuis 2020, lors de la pandémie, une bibliothèque numérique dans laquelle j'ai plusieurs groupes de réflexion et le management occupe une place très importante. D'ailleurs, madame, monsieur, j'ai pris avec moi des clés USB, j'en ai pris, sur laquelle vous trouvez ma bibliothèque numérique. Bien sûr, là, nous sommes en distance, mais si vous le souhaitez, je peux vous faire parvenir par WeTransfer ou par gros fichier cette bibliothèque numérique pour vous montrer l'importance que j'apporte au management. J'ai essayé, bien sûr, compte tenu de la demande des générations Z qui représentent environ 30% de notre effectif cabinet, nous avons essayé de modéliser ce management vers une évolution plus participative. Les gens se sentent bien. Et à ce sujet, par exemple, je fais des notes d'information pour mes collaborateurs toutes les fins de semaine et tous les mardis, je réunis mon groupe entre 11h30 et midi pour faire le point de l'actualité et faire le point des dossiers en cours. Et les cinquièmes mardis du mois, je dis bien les cinquièmes mardis du mois, il n'y en a que 2 ou 3 par an, nous faisons un repas avec un traiteur qui vient éventuellement nous restaurer et nous passons un bon moment de 11h30 à 13h30. Le troisième chapitre, c'est celui qui est le plus abordant l'aspect professionnel. En effet, c'est la proposition d'une démarche pour la conduite du changement. Et ça, c'est très important. Il faut d'abord faire un diagnostic, rendre opérationnelle la nouveauté du management, mais avec souplesse, et aussi faire le pilotage de l'innovation managériale. On m'a confié au sein du cabinet un certain nombre de responsabilités, je les assume. Alors, je n'ai pas voulu rentrer, madame, monsieur, durant ces 10 minutes dans le détail. Je reste à votre disposition pour pouvoir poursuivre les échanges et rentrer, si vous le souhaitez, dans les parties de mon mémoire qui, sans nul doute, nécessitent de votre part quelques explications. Merci, madame, merci, monsieur, de votre écoute. Je voudrais maintenant passer à un deuxième mémoire et simuler un peu cette présentation. Bonjour madame, bonjour monsieur, je m'appelle MM, je suis d'origine malgache et j'habite Lyon depuis un certain nombre d'années. Mon cursus académique est relativement traditionnel, ce qui me permet aujourd'hui de finir, entre nous guillemets, le parcours qui me mène normalement au diplôme d'expertise comptable. J'ai également un cursus professionnel qui se traduit par mon appartenance
à un cabinet traditionnel qui est dans la région de Lyon, qui a une petite vingtaine de personnes et dans lequel je suis manager. À l'intérieur de mon groupe, j'ai des mémorialistes également et j'ai des candidats qui ont le DSCG ou d'autres qui terminent la semaine prochaine ce DSCG. Le thème de mon mémoire, c'est délocaliser une partie de l'activité d'expertise comptable à Madagascar, proposition d'un guide méthodologique pour un cabinet de petite taille. Pourquoi j'ai fait ce mémoire? Vous comprenez que, compte tenu de mes origines, j'ai quand même beaucoup d'appartenance et beaucoup d'incointance et beaucoup euh, je dirais, de chaleur humaine avec ma famille qui est en partie encore là-bas à Madagascar, car vous le savez, à cette époque, Madagascar subit quelques soubresauts. L'armée vient de prendre le pouvoir et a chassé le président. Je n'ai pas à commenter quoi que ce soit. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'à Madagascar, il y a quand même un ordre des experts comptables. Il y a des experts comptables de très grande valeur qui sont dans des petites structures. Alors, dans une façon d'organiser ce mémoire, j'ai essayé de le présenter sous la forme de deux parties. La première partie, elle est un peu descriptive parce que je sais que on reproche souvent aux candidats d'être trop descriptifs dans la première partie. Eh bien, là, j'ai essayé d'être descriptif, mais le moins possible. J'ai fait l'état des lieux, en effet, de la délocalisation de l'expertise comptable sur la terre de Madagascar. J'ai évoqué l'intérêt, quelquefois, pour des raisons de coût de revient, de délocaliser dans le secteur de l'expertise. Et j'ai démontré que pour Madagascar, le fait d'avoir du travail de nos amis français, c'est forcément un enjeu pour améliorer la qualité des cabinets d'expertise comptable à Madagascar. Et j'ai soulevé les enjeux spécifiques de nos amis de Madagascar. Et pourquoi j'ai choisi Madagascar? Pour des raisons, bien sûr, tout à fait de filiation et d'amour de mon pays. J'ai également senti qu'il y avait une volonté d'être de plus en plus performant et un bon nombre d'étudiants malgaches viennent passer leurs examens en France. Moi, j'habite la France, donc j'ai pas tellement de mérite, mais tous ceux qui viennent se former en France pour repartir à Madagascar, ils sont de plus en plus nombreux. Tout ça pour dire que le diplôme français a quand même une réputation assez impressionnante sur le plan international. Ensuite, pour montrer l'intérêt de ce projet de délocalisation, dans la deuxième grande partie de mon mémoire, c'est là où j'ai apporté le plus d'apports scientifiques, d'apports techniques et professionnels. Je rappelle, tout à l'heure, j'ai oublié de vous parler des apports scientifiques qui sont toutes les recherches que j'ai pu faire à travers la toile, à travers des webinaires, à travers des formations que j'ai suivies sur la moyen de délocaliser. Et j'avoue que ces apports scientifiques se diluent dans tout mon mémoire. Par contre, mes apports professionnels pour la direction d'un cabinet et mes apports techniques pour l'ensemble des services comptables se trouvent bien sûr dans cette deuxième partie et également dans la troisième partie. En effet, dans la deuxième partie, j'évoque la préparation du projet avec une analyse stratégique, avec une analyse interne pour revoir un peu comment on peut s'organiser à Madagascar pour pouvoir être capable d'obtenir ces prestations. Et ça, c'est quand même relativement important. Tout cela, j'ai essayé d'améliorer également des propositions pour mieux encadrer ce que j'appelle, je dirais, le partenaire à Madagascar. C'est-à-dire qu'il y a un nombre, bien sûr, peu important de cabinets d'expertise comptable et il fallait que nous puissions choisir un partenaire pour notre cabinet français qui soit justement adapté à notre méthode et qui partage aussi notre façon de gérer. Nous avons également, au niveau de cette possibilité de délocalisation, travaillé également sur l'encadrement juridique et contractuel autour de nos partenaires. Et ça a été pour nous une occasion de
pouvoir solidifier cette délocalisation et d'apporter que l'on peut apporter au niveau du service à rendre aux experts comptables de, de Madagascar. La troisième partie, elle est très opérationnelle, comme son nom l'indique, et elle est vraiment des apports professionnels qui peuvent servir à la fois la direction d'un cabinet français, mais qui doivent également servir le cabinet ou l'organisation à Madagascar. En effet, ces trois chapitres dans lesquels je mets sur les rails le lancement de cette collaboration. Ça, c'est hyper important. Nous avons donc un certain nombre d'étapes que j'ai mis en place. J'ai mis également en place la cartographie des risques pour arriver à rendre crédible cette collaboration. J'ai également prévu une nouvelle organisation à la fois sur le domaine du cabinet français et sur le domaine du cabinet à Madagascar. Tout ça a été pensé, tout ça a été organisé et s'appuie sur des cas réels qui ont été organisés. Ensuite, j'ai parlé, et ça, on ne peut pas lancer un projet sans avoir la possibilité de suivre son déroulé et de pouvoir améliorer, corriger un certain nombre de choses. Dans le chapitre 3, j'évoque à la fin cet espoir de pouvoir améliorer sans cesse cette collaboration et de pouvoir faire profiter, et là c'est un peu mon affect pour mon pays, de faire profiter les experts comptables malgaches de la grande expérience de cabinets français. Donc, je ne vais pas prendre mon cabinet de Lyon comme forcément le modèle numéro un. Il y a énormément de cabinets français qui pourraient sous-traiter pour se consacrer éventuellement et sous-traiter des tâches à valeur ajoutée relativement modeste pour pouvoir se consacrer à des conseils avec des valeurs ajoutées plus fortes et donc des honoraires plus forts. Tout le monde est gagnant. On donne du travail à des nombreux collaborateurs malgaches et on permet aux collaborateurs français et cabinets comptables français qui sont plus performants de pouvoir organiser des conseils dans 4 divisions. En effet, les conseils au niveau de l'expert comptable français peuvent se situer au niveau de 4 divisions. La première, on est en plein dedans, c'est la digitalisation, la facturation électronique et l'intelligence artificielle qui est de plus en plus utilisable. Deuxième, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le management. Ça fait le cœur même de mon étude, car il est évident que le management, c'est permettre une circulation plus fluide du système d'information, de la communication et de pouvoir mieux fidéliser son personnel et également indirectement fidéliser sa clientèle. Ensuite, il y a le marketing. Alors là, j'aimerais insister sur l'importance du marketing. Aujourd'hui, depuis 2012, les experts comptables français ont eu des décisions qui ont permis d'assouplir la communication. Certes, elle n'est pas autorisée dans tous les sens, elle est quand même réglementée, mais elle est beaucoup plus souple. Et toutes ces expériences marketing devraient aussi profiter à nos clients. On doit être capable aujourd'hui pour nos clients de pouvoir améliorer leur étude de marché, capable d'améliorer leur business plan, capable d'améliorer leur financement bancaire par des profils, par des prévisionnels adaptés. Et parce que le banquier, quelquefois, il dit, j'aime bien avoir un prévisionnel dans lequel on donne le chiffre d'affaires que l'on peut atteindre et non pas comme beaucoup qui donnent le chiffre d'affaires que vous devez atteindre. Notre objectif, c'est d'améliorer le marketing de nos clients et leur donner la possibilité d'être plus fiables quand ils sont devant le banquier. Et la quatrième, c'est le marketing, c'est plus le marketing, c'est pas le management, c'est pas la digitalisation, c'est la stratégie patrimoniale. À l'intérieur d'un cabinet, on doit développer de plus en plus de missions pour aller vers le patrimoine personnel de nos clients. Et ça vise une clientèle qui sera de plus en plus intéressante. C'est le marché des particuliers en France qu'on devrait atteindre beaucoup plus facilement. Alors, madame, monsieur, j'ai essayé d'être, je dirais, le plus large possible dans mon exposé. Je pouvais rentrer dans les détails, mais j'ai préféré
vous laisser cette possibilité à travers les échanges. Je tenais à vous remercier vraiment de votre attention et je reste bien sûr à votre disposition pour poursuivre nos échanges. Je vais aborder maintenant le troisième candidat. Madame, Monsieur, je suis grec, je suis d'origine marocaine et j'habite en France depuis un certain nombre d'années. Je me retrouve devant vous pour la deuxième fois avec un premier échec voici quelques mois qui m'a beaucoup marqué et qui explique que j'ai souhaité trouver devant moi d'autres examinateurs et je vous remercie, Madame, Monsieur, d'être présent aujourd'hui et de me donner le moyen de soutenir ce mémoire. En effet, ce mémoire découle d'un processus académique traditionnel où j'ai obtenu les examens nécessaires et je termine avec ce mémoire le long parcours vers l'expertise comptable. Le thème de mon mémoire, c'est la mission de pilotage et d'aide à la décision d'une TPE dans le secteur de la construction métallique, mise en place d'outils de suivi des coûts et des rentabilités. Alors pourquoi j'ai fait ce mémoire? J'ai fait ce mémoire dans le but de démontrer que l'expert comptable aujourd'hui doit développer des outils de gestion et non pas simplement se contenter de rappeler par la comptabilité traditionnelle l'histoire d'une entreprise au cours d'une année. Pour moi, il y a nécessité de mettre en place le mot gestion. Le mot gestion, c'est gérer, c'est prendre des options. Ce n'est pas recopier le plan comptable et passer les écritures. Ça, c'est de la compta. Et la comptabilité, c'est le global. La comptabilité générale, c'est le global. La comptabilité de gestion, c'est le détail. Pour améliorer cette seconde présentation, Madame, Monsieur, j'ai apporté des changements. D'abord, vous avez vu ma note préliminaire qui reprend les critiques assez virulentes du premier jury qui considérait que mon mémoire, et ça, j'ai pas compris, et c'est ça qui m'a vraiment marqué, que c'était presque un rapport de stage. J'avoue que je pensais mériter un peu mieux que cette appréciation, mais je considère que les propos et les termes tenus sont respectés et respectables, aucun problème. Ça m'a permis donc de modifier un certain nombre d'idées dans ce mémoire. En effet, j'ai revu un certain nombre de problèmes et surtout, j'ai revu également l'ajout de focus permettant de mieux éclairer le travail de l'expert comptable. Je rappelle que mon mémoire se décompose en trois parties. Et j'ai pris un cas fil rouge, vous l'avez remarqué dans le thème, ce cas fil rouge, c'est la construction métallique. En effet, j'ai la chance d'avoir plusieurs dossiers dans cette activité. Il m'a semblé nécessaire de pouvoir travailler sur ce thème, surtout que lui nécessite automatiquement une comptabilité analytique ou une comptabilité de gestion. Dans le premier chapitre, j'ai parlé des outils de contrôle de gestion et leur application dans la construction métallique. On reproche toujours aux candidats d'être un peu descriptifs dans la première partie. Il est évident que là, c'est difficile de ne pas être un peu descriptif pour comprendre aux lecteurs prioritaires experts comptables que la construction métallique a quand même un certain nombre d'éléments spécifiques que j'ai voulu décrire. Et ensuite, j'ai développé rapidement les outils de pilotage qu'un expert comptable peut faire. Attention, je n'ai pas forcément inventé, j'ai amélioré par rapport à ce cas fil rouge un certain nombre d'outils. Je suis forcément attaché au tableau de bord qui me paraît forcément un élément essentiel à la gestion prévisionnelle et à certaines méthodes qui permettent d'améliorer la connaissance du coût de revient. Alors, le tableau de bord, je vais prendre un exemple tout simple. Madame, Monsieur, nous sommes à Arcueil aujourd'hui. Nous avons un véhicule qui est dans le parking de cet établissement et nous voulons partir à Marseille. Supposons, pour des raisons de démonstration,
qu'on enlève le tableau de bord de notre véhicule et qu'on nous demande de partir sur Marseille. Vous imaginez la difficulté, chauffeur excellent ou pas, la difficulté que nous aurons d'aller jusque Marseille. En effet, c'est tableau de bord pour la voiture est indispensable. Bien, moi, j'aimerais dire que pour l'ensemble de nos clients, un tableau de bord est indispensable. Et malheureusement, au moment où je vous parle, plus de 75% en France des TPE n'ont pas de tableau de bord, ce qui laisse apparaître la nécessité, comme le rappelle le Conseil national de l'ordre des experts comptables, de renforcer ces outils de gestion. Donc là, j'ai beaucoup insisté sur l'aspect prévisionnel, sur l'aspect du calcul de coût de revient selon plusieurs méthodes et bien sûr du tableau de bord. Dans la deuxième partie, c'est là où j'ai insisté avec plus de détails sur la mise en œuvre d'un système de calcul des coûts. Et c'est là où j'ai pris en compte la particularité de ce secteur construction métallique et j'ai mis en place plusieurs outils proposés avec la méthode classique, la méthode ABC, la méthode du coût variable. Je n'ai pas voulu faire un rapport, j'ai voulu montrer que ces applications peuvent nous permettre d'avoir des coûts de revient différents, mais aussi, à travers la connaissance de coûts de revient différents, des stratégies qui peuvent être différentes. Et ça, c'est très important de choisir une méthode de coût de revient qui soit la plus, je dirais, intéressante possible dans le contexte de notre secteur d'activité. Donc, tous ces calculs ont été proposés. Mes annexes se sont trouvées améliorées également pour permettre à ce mémoire d'être un véritable, je dirais, travail pour démontrer que un mémoire est un instrument de recherche. Je n'ai rien inventé, j'ai essayé de trouver un certain nombre de nouveautés que j'ai pu mettre dans ce mémoire, mais il doit répondre à trois objectifs. Servir la profession, montrer que les apports sont concrets pour le lecteur expert comptable et surtout montrer que grâce au travail, le mémorialiste démontre que son travail est rentable pour le cabinet. J'ai essayé de respecter ces trois choses-là. Et dans la troisième partie qui est là un apport plus professionnel que les autres, je parle de l'outil de pilotage, d'aide à la décision et surtout pour le dirigeant d'entreprise expertise comptable, l'exploitation et l'analyse des résultats. J'ai mis en place tous les outils de pilotage que j'ai pu dégager dans les parties précédentes et analyser les conséquences des différentes méthodes choisies. Et j'ai profité dans cette dernière partie de pouvoir trouver à travers les comparaisons des parties et des parties, j'ai trouvé forcément le moyen d'améliorer la gestion de ce secteur d'activité en lui proposant, à travers donc des comparaisons, une méthode qui me paraît la plus intéressante possible. Donc, ce mémoire s'inscrit dans le prolongement des conseils de l'expert comptable. On parle de conseils avec un grand C. Ces conseils, en effet, doivent se développer dans les outils de gestion. Aujourd'hui, on ne doit plus faire de comptabilité rétrospective. On doit faire une comptabilité prospective. Nos clients ont de plus en plus l'occasion d'avoir des connaissances dans le domaine comptable. Et il faut les amener à découvrir tous les outils qu'un cabinet comptable peut apporter. Et ces outils, à travers un prévisionnel, à travers des tableaux de bord, à travers les méthodes qui permettent d'avoir, et ça c'est important pour un artisan, aussi bien construction métallique qu'un artisan dans le domaine du bois, dans le domaine du BTP, on a besoin d'avoir forcément un coup de revient. Alors moi, je suis très, très, très heureux de pouvoir, je dirais, prendre la voie choisie par nos instances supérieures qui ne cessent de dire que aujourd'hui, un cabinet comptable doit être capable aujourd'hui de parler de prévisionnel de plus en plus. Nos clients ont besoin d'avoir une route. Nous sommes dans une situation économique particulièrement délicate et on doit s'adapter à cette évolution et rendre nos clients plus sereins, plus dynamiques
et pouvoir être vraiment leur conseil numéro un, comme beaucoup d'ouvrages le disent. L'expert comptable est le premier conseil des TPE et des PME. Madame, monsieur, j'ai essayé de pouvoir apporter cette conviction et je vous remercie beaucoup de votre attention, mais sachez que je n'ai pas voulu rentrer dans cet exposé dans les détails, sachant que pour moi, les détails seront développés, si vous le souhaitez, dans nos échanges. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, monsieur, de votre attention.